Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Donc oui, effectivement, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on poursuit en fait depuis le début des travaux de recherche et développement à l'ONF sur les sols. Et vous allez voir que, alors ça ne parle pas directement de biodiversité des sols, mais il y a beaucoup d'échos en fait, alors notamment avec l'intervention précédente, même si ce n'est pas de la sociologie, c'est assez rigolo. Et puis vous allez voir un petit peu voilà, comment le sol est pris en compte dans le milieu forestier aujourd'hui. Alors donc pour refaire un petit point, je ne vais pas tout répéter dans les détails parce que ça a été beaucoup dit hier par les collègues, mais les sols sont le lieu d'un certain nombre de fonctions essentielles en fait, non seulement à la vie des arbres et des végétaux, donc la fonction de support, hein, la fameuse fonction de support que les forestiers et les agriculteurs avaient souvent en tête il y a quelques années, mais c'est aussi un habitat pour la biodiversité, on l'a dit longuement hier, et c'est aussi un lieu on va dire un réservoir de nourriture et d'eau pour les végétaux et pour la biodiversité de ce sol. Et il a effectivement tout un rôle de filtration, de circulation de l'eau, alors qu'on n'a pas forcément, que j'ai pas forcément le temps de détailler ici, hein, mais voilà, il y a un certain nombre de fonctions écologiques sur les sols. Et quand on impacte une de ces fonctions, ou quand on préserve une de ces fonctions, on préserve tout le fonctionnement du sol. C'est la petite roue avec les engrenages, parce que, alors je suis désolée, on ne voit pas très bien du coup, c'est un petit peu flou. Mais souvent, je vais dire les utilisateurs du sol, donc les forestiers ou les agriculteurs, ont tendance à avoir un compartiment. La fertilité, je veux de l'azote, ou je veux du carbone ou du calcium, donc je vais en mettre, ou je vais en préserver, ou je vais... Et en fait, non, en fait, le sol, c'est tout un fonctionnement. Si on préserve les éléments minéraux, on préserve aussi la biodiversité des sols, et on préserve aussi la structure, puisque les animaux du sol et les micro-organismes du sol structurent le sol et le construisent, en fait. Et voilà, c'est un engrenage vraiment très, très complexe à interpréter. Et souvent, les utilisateurs du sol ont l'impression de voir un seul compartiment, alors qu'il faut le réfléchir dans son ensemble lorsqu'on utilise le sol, donc quand on fait de la forêt ou quand on fait des cultures ou des prairies. Un petit focus en ce moment sur pourquoi le sol a toujours été considéré à l'ONF depuis, on va dire, oui, les années 60 à peu près. Mais là, depuis quelques années, on a la dimension carbone dont tout le monde parle dans les médias et en politique, et on s'intéresse de plus en plus au carbone du sol, et notamment du coup au carbone des sols forestiers, parce que les sols forestiers sont des très gros réservoirs et des très gros puits de carbone. Donc là, j'ai mis un petit graphique qui montre un peu la répartition des stocks de carbone sur différents types de sols. Et le plus gros réservoir par rapport au sol artificialisé, évidemment, mais par rapport aussi au sol de culture, ce sont les forêts, où on a un stock de carbone considérable. Et donc, du coup, on a un gros enjeu d'atténuation, quand on parle de politique bas carbone ou atténuation carbone, un gros enjeu à maintenir ces stocks forestiers. Je sais qu'il y a une présentation un petit peu plus tard sur l'initiative 4 pour 1000 qui parlera justement de ces questions-là. Mais donc on a un gros enjeu là-dessus, et en fait préserver les stocks de carbone forestier, des collègues souvent en forêt me disent comment je fais, c'est quoi le carbone? Je leur dis déjà, préservez vos sols, évitez de circuler dessus, évitez d'enlever de la matière organique, évitez tout ça. Déjà rien qu'en faisant ça, et en gérant durablement la forêt, on préserve ces stocks de carbone, et on préserve la faune et les micro-organismes qu'il y a dedans. Donc tout ça pour dire que du point de vue d'un gestionnaire forestier, le sol, on peut le voir comme un capital à préserver et dont il faut tenir compte en fait dans nos réflexions de gestion forestière. Alors moi je vais me focaliser un petit peu plus sur la phase du renouvellement forestier, c'est-à-dire la phase de régénération des peuplements forestiers. Et en fait on se rend compte qu'il y a assez peu de travaux sur cette phase-là. Donc il y a des travaux sur les phases d'exploitation, le fameux guide de ProSol qu'on a vu, qui est sorti il y a une petite quinzaine d'années, donc qui s'intéresse, oui, je ne sais plus exactement, 2007, 2009, voilà, donc qui s'intéressait vraiment à la phase d'exploitation, c'est-à-dire les abatteuses et les débardeurs, qui ont des impacts sur les sols. Il y a eu des travaux sur René Coffort, mais qui s'intéressent au sol des forêts matures, donc des forêts avec des arbres qui ont 100 ans dessus. Mais il n'y a pas grand-chose par contre sur les jeunes peuplements
et les phases de plantation, ce dont je vais parler tout à l'heure. Et alors, notamment parce que jusque-là, l'essentiel de la forêt est régénéré naturellement. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse les jeunes semis s'installer et puis on les aide après en les dégageant, en entretenant la parcelle. Mais l'essentiel de la régénération se fait naturellement. En forêt publique, on a plus de 80% des forêts qui sont régénérées naturellement. Donc évidemment, il y a des zones, tout ça c'est très contexte dépendant. Il y a des zones, on peut penser par exemple aux forêts des Landes, alors qu'ils sont essentiellement privées, mais les forêts des Landes sont essentiellement plantées, même aujourd'hui. Et puis d'autres zones où par contre les chênaies, les sapinières, etc., qui sont régénérées naturellement. Malheureusement, depuis quelques années, on a un recours accru à la plantation à cause de soucis de santé des forêts. Alors, vous avez tous pu voir, je pense, des dépérissements forestiers. On a tous entendu parler des crises de scolytes qui ont ravagé des hectares et des hectares d'épicéas, de sapins, dans un certain nombre de régions, alors notamment nous en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour reconstituer ces peuplements, une fois qu'il n'y a plus rien, on est bien obligé de planter. Le recours à la plantation, notamment à l'ONF, il y a eu, comme on régénère naturellement, il y a un petit peu une perte de connaissances sur comment on fait, sur ce qu'il faut faire, sur quelles sont les bonnes pratiques. Et du coup, on a des habitudes qui sont pas forcément, qui tiennent pas forcément compte des sols aujourd'hui, qui peuvent peut-être impacter justement le fonctionnement de ces sols. Moi, je vais vous parler de la mécanisation. Donc parce qu'en plantation, avant plantation, depuis pas mal d'années, mais aujourd'hui de plus en plus forcément, on a recours à ce qu'on appelle la préparation mécanisée. La préparation mécanisée, globalement, c'est du travail du sol, ce qui se fait donc beaucoup en agriculture, ce qui a toujours existé en forêt, ça s'est fait beaucoup, le FFN, il y avait de la préparation mécanisée. Alors évidemment, c'est pas la même ampleur qu'en agronomie où on va labourer régulièrement nos sols. En forêt, quand on fait de la préparation mécanisée avant une plantation, c'est une fois dans la vie du peuplement. Donc au plus court, ça peut être 50 ans, 40 ans dans le pin maritime. Et puis quand on parle de chêne ou de sapin, c'est une fois tous les 100 ans. Ça peut paraître assez dérisoire, mais il y a quand même des effets sur le fonctionnement des sols. Donc cette préparation mécanisée, elle est justifiée par les gestionnaires et elle est justifiée dans certains cas. Alors notamment parce que les sols peuvent être tassés après exploitation. Alors notamment quand il y a des gros dépérissements et qu'il y a eu beaucoup de machines qui ont circulé, ça peut avoir une compaction non négligeable sur les sols. Il y a aussi une question qui rejoint du coup la présentation précédente, c'est la lutte contre la végétation concurrente. Alors nous on dit végétation concurrente, pas adventice, mais c'est un petit peu le même principe. C'est tout ce qui est les grands tapis de fougères, de graminées, de ronces, de différents ligneux, des genêts, etc., qui bloquent les jeunes arbres qui veulent s'installer. Et donc il faut lutter contre cette végétation concurrente. Et on a de plus en plus recours depuis quelques années à la préparation mécanisée. On s'y intéresse parce qu'on ne peut plus utiliser d'herbicides en forêt. Depuis 10 ans, c'est proscrit, c'est interdit. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nos sols. Mais il faut trouver d'autres méthodes. Et une des méthodes, c'est les préparations mécanisées. Donc ça aide aussi les plants à s'installer. On a des meilleurs résultats sur la mortalité des plants qui ont plus de facilité à s'enraciner, à s'installer, etc. Et puis il y a un autre facteur qui n'est pas négligeable, qui est la facilitation du travail des planteurs. Parce que ouvrier forestier, c'est un métier qui est quand même très dur. Et de travailler le sol avant et de broyer la végétation avant pour faciliter le passage des planteurs, c'est non négligeable. Alors, pour des questions de rentabilité, parce que ça fait gagner du temps, mais aussi pour des questions d'ergonomie et de conditions de travail. Donc toutes ces raisons font que on s'intéresse et on développe la préparation mécanisée dans beaucoup de cas. Pour voir un petit peu, je ne sais pas si ça parle aux gens, la préparation mécanisée en forêt, donc j'ai mis quelques différents types d'engins dont je vais parler un petit peu plus tard dans ma présentation. Alors ce qu'on appelle des broyeurs, donc des broyeurs c'est soit sur un tracteur, soit sur un chenillard, ça va broyer la végétation, ça c'est assez simple. Et puis après on a des engins de préparation mécanisée, donc alors on a un nom un peu barbare, le Culti 3B, c'est une sorte de charrue qui peut ressembler plus ou moins à une charrue agricole derrière un tracteur. Un sous-soleur, c'est un petit peu pareil, c'est une dent derrière un tracteur qui va ouvrir un sillon très net, un peu comme on pouvait avoir un seul soc de charrue. Et puis il y a tout ce qu'on appelle, alors le sous-soleur multifonction, c'est un de ces engins-là, donc ce qui sont des petits outils sur des mini-pelles.
Donc ça a été développé pour limiter, alors mini-pelles ou pelles, hein, c'est des pelles comme on a dans le BTP, qui permettent de limiter aussi les effets de tassement sur les sols. Donc voilà, donc on a un besoin de documenter ces impacts et ces itinéraires. Alors j'ai que 5 minutes, je suis désolée, mais ça va pas être possible. et donc pour ça, on a plusieurs questions de recherche. Alors moi, je vais vous parler de 2 projets. Le premier qui est un projet plutôt opérationnel, donc vraiment pour les gestionnaires forestiers, sur comment on peut diagnostiquer simplement, facilement en tant que technicien forestier, ingénieur forestier, propriétaire, la structure du sol, pour savoir si mon sol est tassé, et pour savoir si j'ai fait du travail du sol, est-ce qu'il y a un impact positif ou négatif. Donc ça, c'est des choses qui existent en agronomie, mais qu'on a décidé de tester et d'adapter à la forêt. C'est le travail de mon apprenti, hein. Je vais vous montrer ces quelques graphiques. Donc j'avais une apprentie ingénieure forestière qui a travaillé là-dessus pendant 2 ans. Et puis le deuxième point, c'est un projet qui est beaucoup plus scientifique, un projet de recherche avec des partenaires de la recherche et puis le FCBA, sur, en gros, alors c'est pas que sur le carbone, c'est un projet qui s'appelle Castor, mais qui est ciblé sur le carbone du sol, pour savoir un petit peu tous ces effets de préparation mécanisée. En gros, quels sont leurs impacts sur le fonctionnement des sols, que ce soit le carbone, la biodiversité, la fertilité chimique, etc. Alors, premier projet, donc c'est le fameux travail de mon apprenti sur comment on peut diagnostiquer voilà, la structure du sol simplement. Et on a décidé de s'intéresser à un outil de diagnostic qui s'appelle le test bêche, qui est très simple. On prend une bêche, on fait un trou, et on observe la structure de la motte. Donc la structure, c'est la façon dont les agrégats du sol sont assemblés entre eux au sein de cette bêchée. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir une bêche et d'observer les différentes mottes de terre en fait, qu'il y a dans cette bêche. Et puis on a une grille de compréhension. Alors c'est pareil, je suis désolée, c'est très moche à l'écran. Une grille qui va du plus tassé, donc qui est en rouge. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est en rose à l'écran, mais voilà, donc qui diagnostique en fait un sol qui est dégradé, qui est compacté. Et puis il y a toute une échelle comme ça, il y a 5 niveaux de dégradation. Et puis le meilleur, c'est celui du bas qui est en vert plus foncé. Donc là, c'est les sols vraiment très grumeleux. Donc là, on a un sol qui fonctionne bien, où il y a de la vie dedans et qui est en bonne santé. Donc nous, on a fait ce travail sur environ 600 relevés sur des plantations qui sont situées en plaine de Saône. Donc c'est des contextes un petit peu différents du Morvan. C'est des sols plutôt fertiles et profonds. Et où il y a beaucoup de travail du sol parce qu'on a un gros enjeu de planter du chêne là-bas, parce que le chêne produit bien, et où on a tendance à faire automatiquement du broyage et de la plantation. Et donc nous, on voulait voir un petit peu ce que ça pouvait donner sur les sols. Alors donc mon apprenti, elle a regardé des parcelles où il y a eu du broyage et puis des parcelles où il n'y a pas eu de broyage. Donc pour parler simplement, c'est des parcelles qui ont toutes été exploitées, il n'y a plus d'arbres adultes dessus, mais certaines ont été broyées et d'autres pas. Et ce qu'on peut voir, c'est quand même, alors là on voit bien les couleurs, donc plus c'est vert foncé, plus le sol est de bonne structure bien grumeleuse, et plus c'est rouge foncé, plus c'est tassé et compacté. Puis quand c'est jaune, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire, un peu bâtard, mais c'est pas terrible. Globalement, voilà, c'est quelque chose de... ce qu'on peut voir, c'est que les parcelles où ça a été broyé en plein, les sols ils sont tassés. On a 40% des relevés qui sont compactés. Alors qu'on a 25% de relevés voilà, qui sont de bonne qualité et donc intacts entre guillemets. Puis j'ai mis une petite photo aussi de ce qu'on appelle les structures lamellaires. Alors on voit pas forcément, mais on voit quand même que les feuillets sont horizontaux, donc ça, avec des feuillets horizontaux comme ça, et puis des racines, on voit pas très bien, mais là il y a une petite racine, les racines poussent à l'horizontale parce qu'elles n'arrivent pas à pénétrer le sol. Donc ça c'est un symptôme très facile à détecter de tassement du sol. Et ça, on a 40%, 38% des parcelles broyées où on a observé ce symptôme-là, alors que sur les parcelles non broyées, on n'en a que 19%. Donc ça, c'est pour dire que voilà, le broyage automatique, on a quand même un effet qui est non négligeable sur les sols et qu'il faut réfléchir. Or, aujourd'hui, les forestiers ne pensent pas forcément à cet impact du broyage. Ils pensent à l'exploitation, ils savent que faire passer des débardeurs, des abatteuses, c'est pas bon pour le tassement, mais le broyage, ils font pas forcément spécialement attention. Et donc là, il y a vraiment un gros point rouge. Et puis on a essayé de faire le même travail sur des plantations où il y a eu du travail du sol. Donc pareil, on a des témoins et puis plusieurs pratiques de travail du sol. Alors c'est un petit peu plus compliqué, donc là c'est un travail qui est vraiment à approfondir sur
voilà, sur plus de parcelles et plus de types de sols différents. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'après billonnage, on a quand même 30% des sols qui sont tassés. Et donc le billonnage, hein, c'est le fameux Culti 3B, ça fait ce genre de choses. Ça fait des petites banquettes surélevées pour surélever les plans de l'eau. Et donc on a ces zones-là tassées, même sur les sols qui ont été travaillés, donc notamment le billonnage et le potais. Ça prouve que le travail du sol, il n'a pas eu l'effet escompté de décompaction du sol, puisque c'était ça le premier intérêt. Alors qu'à l'inverse, quand on n'a pas fait de travail, le sol il est correct. Alors pas tout, mais parce que les sols sont très tassés quand même. Mais on a quand même... donc ici, ça veut dire qu'on a un problème d'amélioration du sol finalement avec le travail du sol. C'est que ça ne marche pas forcément. Donc là, ça veut dire qu'il faut s'interroger sur nos pratiques et sur est-ce qu'on a vraiment besoin de demander un travail du sol avant de planter, puisque finalement, ça ne marche pas tous les coups, quoi, pour parler simplement. Alors après, on a des pratiques, là, le sous-solage, par exemple, c'est un petit peu mieux. Donc on peut se dire que là, peut-être que c'est un petit peu plus utile pour fracturer le sol et permettre aux plantes de s'installer. Donc voilà, ça, c'est des travaux qui ont besoin d'être prolongés. Et donc ça va faire ma petite transition avec le projet dont je vais vous parler. Alors j'aurai moins le temps de rentrer dans les détails, mais donc qui est un projet, pour le coup, un projet de recherche, donc avec des partenaires chercheurs. Hein. Alors l'université Ecodiv, c'est un laboratoire de l'université de Rouen. On a l'INRAE donc, qui intervient avec le laboratoire BEF, Biogéochimie des écosystèmes forestiers, le laboratoire de Jacques Ranger, pour ceux qui connaissent. L'INRAE avec son laboratoire Renfort, donc, qui est spécialisé sur le renouvellement forestier. Et puis le FCBA, donc un institut technique, hein, un petit peu l'équivalent de la R&D, mais pour les aspects techniques en forêt privée. Donc c'est un projet qui a démarré très récemment, là, au mois de juin, qui est financé, qui bénéficie d'un financement ADEME, et qui a 3 buts globalement. Un premier but, c'est de vraiment comprendre sur un site expérimental dédié les impacts de différents types de travail du sol, donc plus ou moins intense. On va faire du plus intense au moins intense, et d'essayer de comprendre vraiment sur un peu la plupart des compartiments du sol, donc la biodiversité, la structure du sol, le carbone, la richesse minérale, etc. Et donc ça, c'est un premier point, mais qui a besoin d'être généralisé. Donc après, on va travailler aussi sur des plantations en gestion pour observer un petit peu ce qui se passe au niveau du carbone du sol. Et puis, on a un troisième volet qui est développer le travail que je viens de vous présenter là, sur les tests bêches, le développer à plus large échelle, sur plus de contexte, hein, on ne va pas s'arrêter à la plaine de Saône, et puis sur plus d'outils de travail du sol, hein, qui sont intéressants à traiter. Donc le premier volet, hein, c'est vraiment l'installation d'un site expérimental, donc vraiment recherche, hein, où on va tester 5 modalités d'intensité croissante de perturbation du sol, c'est-à-dire qu'on va aller du travail en plein, donc globalement on laboure toute la zone, jusque la colonisation spontanée par la végétation. On fait rien, on plante pas, on voit ce qui se passe. Donc en disant que ça c'est le témoin vraiment le plus intact. Donc ça c'est un site qui va être installé la semaine prochaine en forêt à côté de Rouen, et qui a vraiment une destinée à être suivie sur le long terme, parce que un sol, on l'a vu hier, hein, ça met beaucoup de temps à réagir, et une forêt, ça met beaucoup de temps à pousser. Et on va suivre le carbone du sol, on va suivre les éléments minéraux, on va suivre aussi la biodiversité du sol, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois la richesse taxonomique, donc de la faune et des champignons, et puis leur diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font dans le sol et comment ils fonctionnent. Et puis on va regarder bien sûr la structure du sol. Et ça, ce sera complété par d'autres approches sur plus de sites pour diversifier un petit peu nos résultats et pouvoir les rendre génériques, parce qu'on peut pas aboutir à des conseils de gestion avec un seul site expérimental. C'est pas possible. Et puis le troisième volet très important, donc, c'est de développer la méthode diagnostique, hein, de test bêche, pour former ensuite derrière les gestionnaires forestiers, donc que ce soit les techniciens à l'ONF, les forestiers privés, etc. Et les accompagner en fait dans leur choix de gestion, vraiment leur fournir des clés de diagnostic qui sont faciles à faire sous réserve d'une petite formation pour pouvoir les orienter justement dans leur pratique. Donc voilà, une petite conclusion. Je suis désolée, j'ai vraiment débordé, mais donc il y a vraiment une nécessité de préserver ce capital sol si on veut garantir le fonctionnement de nos forêts et la santé de nos forêts. Hein. C'est vraiment un point clé. Et en particulier lors de la phase de génération, parce que c'est l'enfance de la forêt, et on va dire que c'est un petit peu
là que tout se joue. C'est un peu comme pour les humains. Si on part dès le départ en plantant des arbres dans une zone tassée, pas propice à son développement, eh ben, la forêt ne va pas être en bonne santé plus tard. Donc il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de travaux à faire, à la fois pour approfondir nos connaissances scientifiques sur le fonctionnement des sols forestiers, notamment la biodiversité des sols en forêt, elle est encore moins connue que dans d'autres zones. Et puis entretenir la collaboration, donc ça sur le long terme, sur des dispositifs expérimentaux dans ce genre-là, et en même temps faire le lien avec les gestionnaires forestiers, donc pour les aider à orienter leur choix de gestion et surtout à les former. On a dit hier que la pédologie c'était une discipline orpheline, et ben la discipline orpheline de la pédologie forestière, là c'est encore plus criant. Il y a vraiment un gros manque de formation des jeunes qui sortent des écoles, que ce soit d'ingénieurs ou de techniciens, sur les sols forestiers. Et or là aujourd'hui avec tous nos enjeux de changement climatique, de choix d'essence, de sécheresse, etc., on a vraiment un gros besoin de former les gens à la pédologie forestière et à la prise en compte du sol dans leurs opérations et leurs choix de gestion. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai vraiment débordé sur le temps, mais... Où trouve-t-on vos résultats de travail ? Alors pour l'instant, donc là, c'est vraiment des tout débuts de travaux. Alors la partie là sur le test bêche, ce sera déjà dans le mémoire de mon apprentie, donc qui sera mis en ligne sur Internet quand elle aura terminé. Et puis par la suite, par contre, il y aura des articles peut-être plus techniques, alors les rendez-vous de l'ONF ou peut-être d'autres revues. Mais pour l'instant, et puis les travaux plus scientifiques, dans quelques années, il y aura des revues techniques et puis des revues scientifiques pour expliquer ces résultats. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore diffusés, mais ça viendra peut-être d'ici une année. Oui, du coup, il y aura un article suite aux rencontres. Deux remarques sur ce travail. Il y a eu un gros programme de recherche financé par l'ANR, réalisé par l'INRA, sur le tassement des sols forestiers. Il y a une quinzaine d'années, il me semble. Et là, effectivement, la mécanisation est vraiment catastrophique. Et malheureusement, elle va affecter plus que l'épaisseur du test Bess. Donc ça, il faudra faire attention. Le deuxième point, sur les sols du Morvan, que je connais un petit peu, en fait, vous avez beaucoup ce qu'on appelait des sols brun acides, des allochrysols maintenant. C'est des sols qui ont une porosité magnifique, mais extrêmement fragile et qui peuvent être très fortement compactés lorsqu'ils sont humides. Et là, on peut avoir des empreintes très profondes des engins agricoles. Et malheureusement, vous êtes obligé de travailler en période humide pour la régénération. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et vous avez dit, on intervient une fois tous les 50 ans dans les forêts pour travailler le sol, mais le tassement, il ne va pas disparaître en 50 ans. Non, bien sûr. Alors, je ne peux peut-être pas tout répondre à tout, mais alors effectivement, les travaux sur le tassement continuent. Hein. J'ai une collègue au département recherche et développement qui travaille là-dessus. Et c'est justement ces travaux-là qui ont abouti à un certain nombre de recommandations, alors ce qu'on appelle les cloisonnements en forêt, donc qui sont des chemins dédiés aux engins, qui aboutissent aussi à des recommandations. Alors évidemment, on fait ce qu'on peut pour pouvoir les respecter, mais de surtout pas circuler quand les sols sont humides, de tenir compte de la texture du sol, c'est-à-dire des fractions entre argile, limon, sable dans nos sols pour pouvoir avoir un petit peu, on essaye de faire des cartes de sensibilité pour dire, voilà, ces zones-là, ce sont vraiment les zones les plus sensibles, et quand c'est humide, aucun engin ne doit passer dans la parcelle.
Donc c'est voilà, ce genre de travaux qui ont abouti à ces recommandations. Sur le broyage, c'est pareil, en fait, c'est que les gens ont moins en tête ces recommandations-là, mais elles s'appliquent, et encore plus parce qu'on passe partout dans la parcelle. Donc absolument pas passer quand le sol est humide, et encore plus sur les sols sensibles. Et pour le travail du sol, c'est pareil, on ne doit pas passer des dents de sous-solage, ou etc., quand le sol est humide, ni quand le sol est trop sec, alors ce qui laisse une fenêtre assez restreinte, hein. C'est beaucoup de difficultés logistiques. En fait, les chantiers forestiers, c'est beaucoup de logistique, et c'est pour ça qu'on a du mal à tenir compte de tous les paramètres pour préserver nos sols. Mais c'est des choses dont on essaye de tenir compte un maximum. Et cette question de l'humidité du sol est la première entrée qu'on fait passer en fait, lors des formations auprès des forestiers. Bonjour, Grégoire Duranel, chargé de mission sur le site Natura 2000 de la Grosne et du Clunisois. Je travaille beaucoup avec les agents de secteur et les aménagistes évidemment sur notre secteur, et on voit en fait beaucoup se développer en fait une logique avec en fait une intensification en fait des pratiques, je dirais, qu'on a vu se mettre en place dans la deuxième moitié du XXe siècle au niveau agricole. Donc moi je m'interroge beaucoup déjà sur cette façon de travailler. On sait quels sont les problèmes que ça a amené en milieu agricole, on essaie de les résoudre, et en fait on évolue de la même manière au niveau forestier, et on voit nous beaucoup en fait grosso modo se répandre vraiment cette pratique de cloisonnement sur le territoire du Clunisois. Et je voulais savoir si des recherches en fait a été faites sur le sol, sur réellement est-ce que ça a un impact positif ou pas. Moi je m'interroge beaucoup parce qu'au final on va multiplier le nombre de passages au même endroit tout le temps, et je me dis mais finalement est-ce que au niveau du sol ça a un bénéfice réel ou pas. Donc je voulais savoir s'il y avait des recherches au niveau de l'ONF sur cette thématique. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Oui, on continue de travailler sur le tassement et sur les cloisonnements. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris, donc vous parliez de la pratique des cloisonnements, donc de faire en fait des chemins dédiés en forêt. Ouais. Et ça, en fait, c'est justement une des pratiques qui permet de sauver le reste du sol. Alors, par contre, il faut bien comprendre comment ça se passe, c'est qu'on fait des cloisonnements, donc c'est-à-dire des chemins dans la parcelle, et ceux-ci, ils sont dédiés au passage, c'est-à-dire qu'on les sacrifie, entre guillemets, pour la gestion forestière, on ne fait pas pousser d'arbres dessus, on considère qu'on perd, entre guillemets, 20% de notre surface sur une parcelle forestière, mais par contre, c'est justement pour sauver tout le reste, et pour interdire formellement aux engins de passer sur le reste de la forêt. Donc oui, quand c'est bien respecté et que les engins ne passent que sur ces cloisonnements, ça permet d'éviter le tassement sur le reste de la parcelle, et c'est bénéfique du coup pour les arbres à côté. Après, il y a un gros enjeu aujourd'hui qui est de respecter ces cloisonnements. C'est pas parce qu'ils sont des chemins qu'il ne faut pas les entretenir. Et donc c'est là qu'on essaye de faire comprendre aux gens que quand le sol est trop humide, même sur les cloisonnements, il ne faut pas y passer, parce qu'on abîme le cloisonnement, on l'ornière, hein, on fait des gros ravins, des grosses ornières dedans. Et du coup, si les cloisonnements ne sont pas praticables, la personne qui va passer ensuite avec son tracteur, il va passer à côté. Et là, ça devient très dommageable, parce qu'on ne respecte plus le principe des cloisonnements. La biodiversité, elle arrive à être mobile. Alors ça dépend laquelle, hein. Les animaux, évidemment, ils sont mobiles. Les champignons, ils mettent plus de temps à coloniser, mais ils vont coloniser ailleurs. On sait que les arbres, en fait, sont aussi capables, au bout d'un moment, de passer et de défracturer un petit peu. Mais effectivement, la partie cloisonnement, elle est sacrifiée, entre guillemets, mais on n'a pas le choix. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que la mécanisation forestière, on ne passera pas à côté et on ne pourra plus retourner en arrière. C'est un peu comme l'agriculture. On ne pourra pas retourner au cheval, on ne peut pas se passer des tracteurs. Et non, pas pour tout. Enfin, je veux dire, pour pouvoir continuer à exploiter en forêt, on ne retournera pas avec que des bûcherons manuels. On continue, il y en a bien sûr, hein, et il y a des zones où ça continue de perdurer. Mais on est obligé d'avoir des engins qui passent en forêt. C'est un incompressible. Après, par contre, on peut travailler sur la taille des engins, sur le poids des engins, sur prendre en compte justement l'humidité du sol et la fragilité du sol pour nos opérations de gestion, mais on ne pourra pas faire sans la mécanisation forestière. On va juste terminer avec une dernière question de la part du public et ensuite on changera de... Merci. Oui, j'ai entendu que vous voulez vous planter des chênes dans les forêts de la plaine de Saône. Hein? Alors, ces forêts, en tout cas les forêts publiques, sont traditionnellement et depuis longtemps renouvelées
par le système de la régénération sous les derniers semenciers. Voilà. Et cette régénération traditionnelle amène très peu de mécanisation, juste les engins qui enlèvent les derniers semenciers. Alors pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi finalement ce système ne pourrait pas être mis en valeur? J'ai entendu dire que même sous le Douglas, ça pouvait commencer à se faire. Et donc, à l'époque où on s'inquiète beaucoup des engins et qui sont là tout le temps, je me demande pourquoi on ne reparle pas davantage de la régénération classique, naturelle. Alors merci, on en parle. Alors il faut bien remettre dans le contexte que là, les plantations, donc c'est vrai que c'est impactant au niveau des sols, etc. Mais c'est très peu de surface. C'est anecdotique, entre guillemets. On continue d'en parler de la régénération naturelle, et notamment dans la plaine de Saône. Alors, pour parler un petit peu, c'est devenu un peu une habitude de planter, parce que jusque-là, c'était plus simple de planter dans la plaine de Saône. Mais c'est vrai que la première des solutions qu'on essaye de faire, la première des recommandations, en fait, au-delà de faut pas tasser le sol, etc., c'est de faciliter, d'améliorer et de continuer à promouvoir la régénération naturelle. Et notamment dans ces forêts-là, c'est une des bonnes solutions, c'est vrai. Mais c'est faire évoluer les pratiques et faire évoluer la réflexion en fait, des personnes pour s'orienter plus vers la régénération naturelle, alors qui est plus imprévisible, parce que forcément, on est dépendant des glandés, on est dépendant des animaux, on est dépendant de la végétation qu'il peut y avoir en dessous, quand il y a beaucoup de graminées, etc., c'est plus compliqué. Mais c'est effectivement, c'est la première des solutions. Pour le Douglas, ça marche très bien, la régénération naturelle. Et à l'ONF, on se penche de plus en plus vers la régénération naturelle, tout simplement parce que la régénération naturelle, en plus, c'est moins cher. Parce que faire des travaux du sol et planter, c'est un coût revenu à l'hectare qui est quand même pas négligeable. Donc oui, c'est une des premières solutions. Après, il y a des endroits où forcément, quand on veut changer d'essence ou quand on doit reconstituer parce qu'il n'y a plus de semenciers, là, on est obligé de planter par contre. Bon, merci.